Bienvenue dans la balade virtuelle de Maître Doyon. Aujourd'hui, on se penche sur le tout dernier arrêt de la Cour suprême du Canada. Il s'agit de Leroy contre Shepard. La référence, c'est 2025 CSE 29. Notre objectif, c'est vraiment de décortiquer cette décision importante. On va regarder surtout ce qu'elle nous dit sur deux points précis. D'abord, comment on détermine la peine pour des crimes très anciens, les fameuses infractions historiques, et ensuite, comment les cours d'appel doivent examiner ces sentences-là. Pour faire ça, on s'appuie principalement sur un article, une analyse publiée par Doyon Avocat, qui résume bien les points clés de l'arrêt. Oui, tout à fait. Et c'est un arrêt, Shepard, qui touche vraiment à des questions fondamentales. Ça parle de l'évolution du droit, mais aussi du respect qu'on doit avoir pour les décisions des juges de première instance. C'est assez central comme sujet. Alors commencions par le premier gros morceau, si vous voulez bien. La question des infractions historiques. Comment on fait concrètement pour déterminer une peine aujourd'hui pour quelque chose qui s'est passé il y a, disons, 30 ou 40 ans? L'arrêt Shepard donne une direction claire, non? Ah oui, absolument. Le principe central, que la Cour réaffirme avec force, c'est que ce sont les principes contemporains, ceux d'aujourd'hui, qui doivent guider la détermination de la peine, même si l'infraction elle-même est très ancienne. C'est ça la ligne directrice. Ça peut surprendre un peu. On pourrait penser qu'il serait, je sais pas, plus juste d'appliquer les standards de l'époque où le crime a été commis. C'est une excellente remarque et c'est une nuance importante. La Cour précise bien une chose capitale, on ne peut jamais appliquer rétroactivement une peine maximale qui serait plus élevée aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque des faits. Ça, c'est interdit par la Charte canadienne, l'alinéa 11i, c'est un garde-fou absolu. D'accord? Par contre, pour tout le reste, comment on interprète la gravité du crime, quels sont les objectifs qu'on poursuit avec la peine, les fourchettes de peines établies par la jurisprudence récente, tout ça, ça doit refléter les perspectives de la société actuelle. Et pourquoi cette approche au juste? Quelle est la justification derrière ça? La justification principale, c'est le principe de proportionnalité. C'est vraiment la pierre d'angle de la détermination de la peine en droit canadien. L'article 718.1 du Code criminel. Il dit que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et à la responsabilité du délinquant. Et la Cour dans Shepard nous dit, cette gravité, cette responsabilité, on doit les évaluer avec nos yeux d'aujourd'hui. Notre compréhension de la gravité de certains actes, elle évolue. Pensez aux agressions sexuelles, par exemple. Oui, bien sûr. La peine doit suivre cette évolution pour être juste et pour que le message envoyé à la société soit cohérent avec nos valeurs actuelles. Et le principe de parité dans tout ça? Celui qui dit peine semblable pour crime semblable. Comment il s'applique si on utilise des standards différents selon l'année où on juge? Alors, justement, la Cour apporte une précision très utile là-dessus. La parité, ce n'est pas un principe qui flotte tout seul. C'est une manifestation de la proportionnalité. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire qu'on doit chercher la parité non pas avec d'anciennes peines qui seraient peut-être complètement dépassées aujourd'hui, Ah, d'accord. mais avec d'autres peines qui sont considérées comme proportionnelles selon les standards actuels. Appliquer des standards anciens, qui ne reflètent plus comment on voit la gravité d'un crime, ça mènerait à des peines disproportionnées aujourd'hui. Souvent trop faibles d'ailleurs. Je vois. Et puis il y a aussi les objectifs de la peine, la dénonciation, la dissuasion. Ces objectifs ne peuvent être atteints que si on applique une perspective contemporaine. Sinon, le message serait complètement brouillé, déconnecté de ce que la société attend du système de justice aujourd'hui. Ça dénaturerait la fonction expressive de la peine. On entend souvent parler de l'arrêt Friesen de 2020, surtout pour les infractions sexuelles contre les enfants. Comment Friesen s'intègre dans ce raisonnement de Shepard? Friesen, c'est l'exemple parfait de cette évolution. Dans cet arrêt-là, la Cour suprême a dit très clairement « Attention, historiquement, les peines pour ces crimes étaient souvent beaucoup trop basses. Elles étaient basées sur des mythes, des idées fausses, sur l'impact réel et durable sur les victimes. » Oui, c'était un constat assez fort. Exactement. Donc la Cour a dit au juge « Vous devez utiliser la compréhension moderne de la gravité et du tort causé par ces actes. » Et cette compréhension moderne justifie des peines plus lourdes. Elle oblige même les juges à s'écarter des vieux jugements qui reflétaient des visions dépassées. Donc il faut ignorer les vieux précédents dans ces cas-là. En grande partie, oui. Il faut les regarder avec beaucoup de prudence. La Cour a même dit que le changement d'approche dans Friesen, ce n'était pas juste une question de sévérité accrue, mais un changement de regard. On ne juge plus ça sous l'angle de concepts anciens comme la vertu, mais en se concentrant sur la protection de l'intégrité de l'enfant. Et Shepard vient confirmer ça. Shepard confirme que cette approche issue de Friesen est la bonne. On utilise les principes contemporains pour évaluer la gravité et déterminer la peine, tout en respectant la seule limite historique qui est le maximum légal de l'époque de l'infraction.
Donc, pour résumer cette partie, la jurisprudence plus ancienne, les vieux jugements, on en fait quoi? On les met à la poubelle. Pas nécessairement à la poubelle, mais disons qu'il faut les manier avec d'énormes pincettes. Leur utilité va dépendre de si les faits sont vraiment similaires et, surtout, de l'évolution des principes juridiques et des attitudes sociales depuis. Pour des crimes où la perception a radicalement changé, comme ceux de Freysen, cette jurisprudence historique doit être lue à travers le filtre des principes contemporains. Donc, le juge peut la regarder, mais n'est pas obligé de la suivre. Exactement. Le juge peut la considérer si elle lui semble encore pertinente et compatible avec la vision actuelle, mais il n'y est absolument pas de tenue. La boussole, ça reste les principes d'aujourd'hui. C'est très clair. Ça montre bien comment le droit essaie de coller à la réalité sociale, même avec un certain décalage parfois. Bon, passons au deuxième grand thème de Shepard, le rôle des cours d'appel. L'arrêt insiste beaucoup sur le mot déférence, n'est-ce pas? Oui, énormément. C'est l'autre message fort de la décision. La Cour suprême martèle ce principe. La détermination de la peine, c'est un exercice discrétionnaire. Ça veut dire que ça repose beaucoup sur l'appréciation du juge de première instance. Et les cours d'appel doivent respecter ça. Pourquoi ce respect? Parce que le juge du procès est le mieux placé. C'est lui ou elle qui a entendu la preuve directement, qui a vu les témoins, qui a senti l'ambiance. Il connaît souvent mieux le contexte local aussi. Hmm. La Cour dit même qu'intervenir sans une très bonne raison, c'est une utilisation abusive des ressources judiciaires. C'est fort comme mot. Ah oui, quand même. Ça veut dire ne refaites pas le travail juste pour le refaire, surtout s'il n'y a pas de raison de penser que le deuxième résultat sera meilleur. C'est aussi une question d'efficacité. Donc une cour d'appel ne peut pas intervenir juste parce qu'elle aurait peut-être donné une peine un peu différente. Non, absolument pas. Ce n'est pas une question de si c'était moi, j'aurais fait autrement. Alors, quand est-ce qu'elle peut intervenir? Quels sont les critères? Il y a deux portes d'entrée seulement. La première, s'il y a eu une erreur de principe commise par le juge du procès. Et attention, il faut que cette erreur ait eu une incidence, un impact réel sur la peine. D'accord, erreur de principe avec incidence. Et la deuxième? La deuxième porte, si la peine est manifestement non indiquée, c'est-à-dire si elle est carrément déraisonnable, hors de toute proportion, si elle choque le sens de la justice. C'est une barre assez haute. Et une erreur de principe, ça recouvre quoi exactement? Ça peut être une erreur de droit pur, comme mal interpréter une loi. Ça peut être d'oublier de considérer un facteur pertinent, ou au contraire de tenir compte d'un facteur qui n'avait pas d'affaire là. Ou encore, mal sous-peser un facteur aggravant ou atténuant. Mais le point clé, c'est cette notion d'incidence. Il faut que l'erreur ait vraiment changé quelque chose au résultat final. C'est ça. Il ne suffit pas de trouver une petite imperfection dans le raisonnement, il faut que l'erreur ait eu un impact concret sur la sentence. Les cours d'appel doivent éviter de juste substituer leur opinion. L'analyse qu'on a lue mentionne une phrase intéressante, ne pas décortiquer avec finesse des motifs à la recherche d'une erreur. Ça veut dire quoi ça, concrètement? Comment on lit les motifs d'un juge? Ah, ça c'est fascinant et c'est lié à ce qu'on appelle l'approche fonctionnelle et contextuelle. En gros, la Cour dit au cours d'appel arrêtez de jouer les profs de français qui corrigent la copie du juge de première instance. D'accord. Il ne faut pas passer les motifs au peigne fin, chercher la petite bête, la virgule mal placée. Ce n'est pas ça l'exercice. L'idée, c'est de lire les motifs dans leur ensemble pour comprendre le raisonnement du juge. Est-ce qu'il a compris les enjeux? Est-ce qu'il a appliqué les bons principes? Est-ce que sa décision, globalement, se tient? Et pourquoi cette insistance à ne pas décortiquer? La Cour reprend une inquiétude déjà exprimée par la juge Karakatsanis. Parfois, cette micro-analyse des motifs, c'est une façon un peu détournée de critiquer les conclusions du juge sur la crédibilité des témoins. Ah oui. Oui. Et décider qui on croit, ça, c'est vraiment le rôle du juge qui a vu et entendu les gens. Ses conclusions sur la crédibilité, elles commandent une déférence particulière. On ne veut pas que l'appel sur la peine devienne un moyen de refaire le procès sur les faits. Je comprends. Et le critère de l'incidence de l'erreur, comment il s'articule avec ça? Le paragraphe 50 de l'arrêt semble important ici. Si les motifs sont, disons, un peu courts ou pas super clairs. Oui, le paragraphe 50 fait le lien direct. Il dit « Pour qu'un manque dans les motifs, une insuffisance, justifie une intervention en appel, il faut que ce manque soit tel qu'il rende la peine incompréhensible. » Incompréhensible. Oui, ou alors qu'il rende le contrôle en appel impossible. Si on lit les motifs et qu'on se dit « Je ne comprends absolument pas comment le juge est arrivé à cette peine »,
ou si c'est tellement lacunaire qu'on ne peut même pas vérifier s'il y a une erreur de principe, Hmm, alors, et seulement alors, la Cour d'appel peut présumer que ce manque de motif a eu une incidence. Parce qu'on ne peut même pas savoir si le raisonnement était bon ou pas. c'est logique. C'est l'approche fonctionnelle, hein. L'erreur, ou ici le manque de motif, doit avoir un impact fonctionnel. Ça doit empêcher de comprendre ou de réviser. Une simple maladresse d'écriture, ça ne suffit pas. Alors, si on essaie de résumer l'impact global de Shepard sur les appels en matière de sentence, qu'est-ce qu'on retient? Le message principal, c'est que la barre pour qu'une cour d'appel intervienne sur une sentence, elle reste très haute. Et Shepard vient peut-être même la rehausser un peu. L'accent est mis plus que jamais sur la déférence envers le juge du procès, sur la nécessité de prouver une erreur qui a eu un impact réel ou une peine manifestement non indiquée, et sur une lecture globale, fonctionnelle des motifs, pas une chasse aux erreurs microscopiques. C'est donc une décision qui clarifie pas mal les choses. Elle nous dit comment appliquer les principes actuels aux vieux crimes, et en même temps, elle resserre les critères d'intervention en appel. Exactement. Si on prend un peu de recul, cet arrêt semble vraiment vouloir consolider la finalité des décisions de première instance en matière de peine. L'idée c'est, si sauf erreur majeure et évidente, la décision du premier juge doit tenir. On évite les appels à répétition. Hmm. Et ça soulève une question intéressante. Pour la pratique, si on met ensemble cette forte insistance sur les valeurs d'aujourd'hui pour juger le passé, et cette grande déférence qu'on accorde aux juges de première instance qui appliquent justement ces valeurs, qu'est-ce que ça change pour les stratégies des avocats, que ce soit la défense ou la couronne, quand ils négocient un plaidoyer ou quand ils plaident la peine pour des infractions très anciennes, là où le regard de la société a beaucoup changé depuis les faits. La prévisibilité qu'on pouvait avoir en se basant sur de vieux jugements, elle diminue pas mal, non? L'issue dépend encore plus de l'appréciation du juge du procès, et les chances de faire changer ça en appel semblent réduites. Ça pourrait peut-être pousser à des stratégies différentes. C'est une réflexion très pertinente, oui. Ça va sûrement faire jaser dans le milieu juridique criminel. Il faut donc s'attendre à moins d'interventions des cours d'appel au pays suite à cet arrêt. C'est une conséquence logique. Merci beaucoup pour cet éclairage sur l'arrêt Schepper. Merci d'avoir écouté cette exploration juridique. Merci, à la prochaine.